Salut tout le monde, bienvenue à notre édition sur la glace. Aujourd'hui, lundi 21 octobre, jour des élections fédérales au Canada. D'ailleurs, il sera question des élections dans notre balado sur la glace aujourd'hui. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça va faire partie de nos discussions. J'ai une belle surprise pour vous pour la fin de l'émission, donc restez bien branchés là, au cours des prochaines minutes. On va s'entretenir avec un invité tout à fait particulier qui allait de soi en cette journée d'élection. Qu'est-ce que nous avons au menu pour vous cette semaine? Bien, comme c'est le cas, on va faire le résumé de la dernière semaine dans la Ligue américaine de hockey en ce qui concerne le Rocket de Laval, qui a eu une grosse semaine, a joué 4 matchs entre lundi et samedi. Donc, on va revenir sur le Rocket. On va regarder ce qui s'est passé dans la Ligue junior majeure du Québec également parce que c'était le week-end des rivalités en fin de semaine. Il s'est passé plein de choses, des matchs assez extraordinaires par certains joueurs, des festivals offensifs. Donc, on va revenir là-dessus aussi. Comme à chaque 2 semaines, on va s'entretenir avec Hendrix Lapierre des Saguenay de Chicoutimi, notre collaborateur à RDS. Cette semaine, Hendrix va nous parler, entre autres, de la relation qu'il a avec son agent Philippe Lecavalier. On va s'entretenir avec l'entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien. Le Phoenix qui est premier au classement général en ce début de saison. 11 victoires, 1 défaite et 1 défaite en bris d'égalité. Je suis allé faire un tour à Sherbrooke vendredi soir pour justement m'entretenir avec Stéphane Julien. Et nous aurons également, comme je vous le dis, notre invité surprise en fin de balado. Donc, restez avec nous. Ça promet d'être intéressant. Tout de suite, on peut jeter un coup d'œil sur ce que le Rocket de Laval a fait au cours de la dernière semaine. Souvenez-vous, la semaine dernière, on s'était parlé le mardi. Le Rocket avait joué le lundi en après-midi à Rockford et avait signé sa première victoire de la saison par la marque de 3-1. Puis, il y a eu 3 matchs à domicile au cours de la semaine. La visite d'abord des Bruins de Providence mercredi et vendredi et celle des Bears de Hershey, le club école des Capitals de Washington, samedi. Ça s'est quand même bien passé là, pour le Rocket. Quand on fait l'ensemble de la semaine, il y a eu 4 matchs de lundi à samedi. On est allé chercher 6 points sur une possibilité de 8. Donc, après avoir perdu les 3 premiers matchs de la saison, le Rocket a gagné lundi à Rockford. Mercredi soir, dans un match présenté à RDS, le Rocket a donné une frousse à ses partisans. Après avoir pris les devants 4-0 en première période, a vu les Bruins de Providence remonter la pente pour créer l'égalité 4-4. Mais finalement, le Rocket est allé chercher la victoire en tir de barrage, donc un gain de 5-4 face aux Bruins de Providence. Vendredi, il y avait un deuxième match contre les Bruins de Providence. Pour ceux qui nous regardent en vidéo présentement, bien, vous voyez les faits saillants un peu de ce match. Il y a eu une blessure quand même sérieuse du côté de Gauntz des Bruins qui est entré en collision avec Michael McCarron. Mais dans ce match-là, le Rocket l'a emporté et c'est une belle victoire qu'on est allé chercher du côté du gardien Caden Primo. Ryan Poehling a marqué le but de la victoire dans ce match, alors à mi-chemin en 3e période. Samedi, bien, ça a été une défaite contre les Bears de Hershey. Est-ce que la fatigue est entrée en ligne de compte un peu dans le camp du Rocket? On s'est incliné donc par la marque de 4-2 avec un but dans un filet désert. Qu'est-ce que je retiens de cette semaine-là? Bien, Ryan Poehling a été un des bons joueurs de la semaine pour le Rocket. On sent qu'il s'approche probablement d'un rappel avec le Canadien. Charlie Lindgren semble s'ajuster très bien au niveau de la Ligue américaine. D'ailleurs, lorsqu'on consulte les statistiques en ce moment, Lindgren a l'ascendant. Pas Lindgren, pardon, Caden Primo. Je m'excuse, je voulais parler de Caden Primo. Primo a l'ascendant sur Lindgren depuis le début de la saison en termes statistiques. On parle d'un taux d'efficacité là, dans les 940 pour la jeune recrue Caden Primo. Et encore une fois, dans les 880 dans le cas de Lindgren. C'est ce qui nous a habitués au cours des 2 dernières années. Il faudra que Lindgren là, parvienne à en donner plus. Il a été bon dans la séance de tir de barrage mercredi lors du match présenté sur nos ondes. A été très calme et a quand même réussi à sauvegarder le 2 points là, pour le Rocket parce que ça aurait vraiment fait mal de perdre ce match-là. Puis, pour revenir à Primo, ben, il se situe là, parmi les meilleurs gardiens de la Ligue américaine avec sa moyenne de buts alloués de 1,68 à ses 3 premiers matchs dans la Ligue américaine. Donc, c'est un départ intéressant pour le gardien recru de l'organisation du Canadien. Faut-il rappeler qu'il n'a que 20 ans, l'Américain, un choix de 7e ronde de Trevor Timmins et du Canadien. Peut-être pour compléter notre segment sur la Ligue américaine, je suis allé faire un tour samedi du côté de Syracuse dans l'État de New York où le Crunch, club école du Lightning de Tampa Bay, procédait à son ouverture locale. Le Crunch avait joué ses 4 premiers matchs à l'étranger, recevait la visite des Checkers de Charlotte, le club école des Hurricanes de la Caroline. Et la raison de ma visite là-bas, je suis allé tourner un reportage. Et pour ceux qui nous écoutent en ce lundi, ou sinon vous pourrez le retrouver assurément dans la zone vidéo, j'ai tourné un reportage avec les 3 entraîneurs québécois du Crunch, Benoît Groulx
est toujours l'entraîneur-chef à Syracuse. L'an passé, on avait greffé Gilles Bouchard au personnel d'entraîneur à Syracuse. Et cette année, Éric Veilleux s'est amené également avec le personnel d'entraîneur du Crunch. Alors, 3 Québécois derrière le banc à Syracuse. Un début de saison difficile, me disait Benoît Groulx. D'ailleurs, le match auquel j'ai assisté, ça n'a pas très bien été. C'était 4-0 pour Charlotte. Après 20 minutes de jeu, on a chassé le gardien partant, Louis Domingue, du côté de Syracuse. Charlotte a joué un bon match. Charlotte qui avait perdu la veille à Utica 8-2, c'est bien repris là, avec une victoire de 7-3 samedi à Syracuse. Donc, le Crunch qui joue pour 500 depuis le début de la saison est allé chercher 5 points en 5 matchs. Toronto et Utica connaissent d'excellents départs. Les Marlies ont 6 victoires et aucune défaite. Et les Comets de Utica ont 5 victoires et aucune défaite. Ils sont au sommet de la section nord de la Ligue américaine. Donc, à surveiller ce soir, hockey 360, fort probablement. Là, sinon, sur la zone vidéo, vous allez voir notre tournage, notre reportage que nous sommes allés réaliser à Syracuse en fin de semaine en compagnie de Benoît Groulx et de Éric Veilleux notamment. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous présenterai à Sur la glace une entrevue qu'on a réalisée avec Éric Veilleux qui a quitté les Mooseheads d'Halifax pour revenir dans la Ligue américaine, lui qui avait déjà dirigé quelques saisons auparavant dans la Ligue américaine de hockey. Alors, ça complète un peu pour notre segment sur le Rocket. Le Rocket qui prend la route cette semaine va jouer son premier match de la saison contre les Sénateurs de Belleville, mercredi à Belleville. Et le week-end prochain, on parle d'une visite à Hartford et d'une autre visite à Providence pour le club de Joël Bouchard. Donc, 3 matchs à l'étranger au cours des prochains jours. On aura l'occasion de résumer tout ça dans notre balado la semaine prochaine en compagnie d'un invité du côté du Rocket de Laval. Il s'est passé beaucoup de choses dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je parlais tantôt du week-end des rivalités en fin de semaine. Ce que ça veut dire, ça fait quelques saisons qu'on fait ça, c'est qu'en fin de semaine, entre vendredi et hier, chaque équipe a fait une série aller-retour contre un rival naturel. Alors, Bécomo avec Chicoutimi, Val-d'Or avec Rouyn-Noranda, Gatineau avec Boisbriand, Victoriaville-Drummondville, etc., Québec avec Rimouski. Alors, ça donne quand même une situation intéressante pour ce week-end-là. Toutes les équipes ont joué vendredi et le match retour a eu lieu soit samedi, soit dimanche. Moi, je suis allé à Sherbrooke vendredi soir pour le premier des 2 matchs entre les Cataractes et le Phoenix. Les Cataractes sont privés, entre autres, de leur meilleur défenseur, Jordan Lepage. Alors, on s'attendait que c'était pour être difficile. Les Cats ont quand même joué un bon match, mais hier après-midi, les Cats ont perdu vendredi 4-2 contre Sherbrooke, mais hier après-midi à Shawinigan, le Phoenix a explosé avec une victoire de 9-4. Samuel Poulain, 2 buts et 6 passes dans ce match-là. On ne voit pas ça souvent, un match de 8 points. Et son coéquipier, Tardif, 3 buts et 4 passes. Donc, ça a été pour eux, pas Tardif, pardon, Félix Robert, 3 buts et 4 passes pour le vétéran du Phoenix, Félix Robert, qui a eu la première étoile. Imaginez, tu ramasses 8 points dans un match, c'était la 2e étoile. Ça a été le cas dans le cas de Samuel Poulain. Ils ont vraiment pulvérisé les Cataractes de Shawinigan. Et j'ai fait une petite recherche dans le cas de Samuel Poulain, le dernier joueur à avoir réalisé 8 points dans un match à l'étranger. Il fallait remonter là, en 1995, Hugo Turcotte avec l'Océanique de Rimouski le 11 septembre 1995. Alors, ça faisait quand même plus de 24 ans là, qu'un joueur de la LHJMQ n'avait pas amassé 8 points sur une patinoire adverse. Donc, Samuel Poulain qui est en feu depuis les derniers matchs. Après avoir eu une période peut-être un petit peu difficile à son retour du camp de Pittsburgh, à ses 4 derniers matchs, il est allé chercher 8 buts, 6 passes pour 14 points. Donc, c'est beaucoup de bon travail pour le Phoenix qui continue de gagner à un rythme effarant depuis le début de la saison. Un autre festival offensif qui a eu lieu hier, c'est à Rimouski, alors que l'Océanique a pulvérisé les remparts de Québec 9-2. L'Océanique a joué 6 matchs à domicile depuis le début de la saison. 4-3 en prolongation dans le premier match contre Sherbrooke. Souvenez-vous, le soir où on a retiré le chandail de Sidney Crosby. Puis depuis ce temps-là, 6-3, 9-2, 4-2, 9-2 et 9-2. Ça fait 3 fois là, dans les 4 derniers matchs à domicile que Rimouski gagne par la marque de 9-2. Et à chaque fois, évidemment, c'est le gros trio. Là. Alexis Lafrenière, Cédric Paré et Dimitri Zavgorony qui fait tout le dommage. Hier, Paré, 6 points. Lafrenière, 5 points. Zavgorony, 4 points. En 6 matchs à domicile cette saison, Lafrenière a 24 points. Ça, c'est 4 points par match. Paré en a 23 et Zavgorony en a 21. C'est pour vous dire un peu la domination. Ces 3 bonhommes-là, là, de façon générale, sont au premier rang les 3 premiers rangs des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. Cédric Paré a déjà 18 buts cette saison en 13 matchs. L'an passé, en 68 matchs, il n'en avait marqué que 17. Donc, il y a déjà un but de plus après 13 matchs que pendant l'entière saison l'an dernier. C'est beaucoup de bon travail également du côté de Cédric Paré.
Ça va bien également pour les Voltigeurs de Drummondville qui ont signé une 8e victoire consécutive. Ils ont balayé la série contre les Tigres. En ce qui me concerne, les Voltigeurs, c'est la surprise de ce début de saison. D'ailleurs, vendredi, j'ai publié mon premier, ce qu'on appelle communément en anglais le Power Ranking, l'état des forces. C'est sur le site de rds.ca. Alors, j'ai placé Sherbrooke au premier rang et Drummondville et Québec, pour moi, sont les deux plus belles surprises de ce début de saison. Oui, les Remparts ont perdu 2 matchs en fin de semaine contre Rimouski, mais il en demeure pas moins qu'ils ont une excellente fiche depuis le début de la saison. Les Remparts, c'est quand même l'équipe la plus jeune du circuit. 8 victoires, 4 défaites en ce début de saison. Mais les Voltigeurs, 9 victoires, 4 défaites. C'est vraiment, vraiment ce qui me concerne la surprise. On prédisait une saison difficile à Drummondville. Et présentement, ça fonctionne très bien du côté de Drummondville. Dawson Mercer, Xavier Simoneau, entre autres, font de l'excellent travail pour les Voltigeurs. Si ça va bien à Québec, si ça va bien à Drummondville, à Sherbrooke, à Rimouski, c'est beaucoup plus difficile du côté de Bathurst, de Gatineau. Gatineau, on a réussi à mettre un terme à la série de 10 défaites vendredi soir avec un gain contre l'Armada. Mais dans le cas de Bathurst, on a encore subi 3 défaites au cours de la semaine, jeudi, vendredi et samedi. On échappe des matchs. Vendredi, le Titan menait à la maison 4-3 contre les Wildcats de Moncton. Finalement, le match a chaviré en fin de 3e période. Moncton a créé l'égalité avant de l'emporter en prolongation. Ce qui fait que le Titan, au moment où on se parle, a 12 défaites à sa fiche. 5 de ces 12 défaites-là ont été subies en prolongation ou en tir de barrage. Donc, on a quand même 5 points au classement. Mais il en demeure pas moins que c'est 12 matchs de suite sans victoire pour amorcer la saison. Et ça s'approche dangereusement du record de la Ligue junior majeure du Québec en début de saison qui est de 14. Les Voltigeurs de Drummondville, en 1989, avaient amorcé la saison avec 14 matchs sans victoire et les Foreurs de Val-d'Or ont répété ça en 2008. C'était Éric Lavigne qui était l'entraîneur-chef des Foreurs. 14 matchs pour commencer la saison sans victoire. Et là, le Titan s'approche de cette marque. Évidemment, c'est difficile. On ne gagne pas à la maison. 7 défaites de suite à la maison pour amorcer la campagne. C'est 8 victoires seulement en 80 matchs pour le Titan d'Acadie Bathurst. Si on remonte la saison dernière, 8 victoires en 68 matchs l'an passé, 12 défaites pour partir la saison cette année. C'est vraiment difficile. C'est serré, le Titan est prêt et se fait pas sortir des matchs, mais ne réussit pas à aller chercher cette première victoire. On la souhaite évidemment de tout cœur à Mario Durocher et aux partisans du Titan. Je vous parlais un petit peu là, du Phoenix de Sherbrooke. Bien, pourquoi pas justement vous présenter cette entrevue. On va s'entretenir aussi avec Hendrix un petit peu plus tard, mais pourquoi pas vous présenter cette entrevue qu'on a réalisée avec l'entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien. On a tourné cette entrevue-là vendredi soir, avant les 2 matchs contre les Cataractes en fin de semaine. Le Phoenix qui a été parfait à nouveau en fin de semaine. Stéphane, tout le monde vous mettait pas mal en haut en début quand on faisait les prédictions et tout ça, mais il fallait que vous commenciez fort. De commencer avec une fiche comme vous avez en ce moment, c'est le départ que tu voulais. Oui, écoute, on ne peut pas mieux demander, mais en même temps, quand l'entraînement, j'étais vraiment surpris. Nos vétérans sont arrivés avec vraiment une bonne attitude, tout le monde est en forme. J'ai trouvé l'identité d'équipe était vraiment bonne en partant. Et puis, on a eu un petit peu de chance dans nos 2 premiers matchs de l'année, mais on a pris le momentum. Le retour de Poulain de Pittsburgh aussi, ça l'a aidé. Alors, jusqu'à maintenant, nos gardiens font le travail, ça fait une grosse différence. Vous avez un gardien slovaque, là, on a permis ce règlement-là qui était plus possible dans les dernières années. Vous le connaissiez pas beaucoup, c'est sûr. On se cache pas, c'était pas le gars que vous aviez identifié au départ, mais il répond bien. Comment il s'adapte à la Ligue junior majeure du Québec? Super bien. L'année passée, il a joué un petit peu dans USHL. Alors, le fait d'avoir venu en Amérique, il savait un petit peu à quoi s'attendre, les petites patinoires. C'est un gars qui est bien intégré, il parle bien l'anglais. C'est un gars qui veut jouer professionnel. Alors, je pense qu'il était un petit peu déçu de ne pas être repêché l'année passée. Alors, il est arrivé motivé. Et puis, jusqu'à maintenant, là, c'est un gars qui met l'équipe en confiance. Il prend beaucoup de place dans le filet, très habile sur patin. Alors, c'est un gars qui nous garde dans la game là, quand ça va pas bien. Tu as parlé de Samuel Poulain qui est allé au camp. Ça prend toujours une période d'adaptation quand tu reviens. Il l'a vécu un petit peu? Là. Oui, Sam, il travaillait très fort, mais en même temps, il y a l'adaptation de jeu. Tu veux bien faire, en même temps, des fois, tu vas en faire un petit peu trop. Je pense que Sam, là, il est revenu à ce qui était, c'est de dominer physiquement, d'amener des pucks au filet. Puis on l'a vu le dernier week-end, il est allé chercher 4 buts en 2 matchs. Je pense qu'il est revenu là, dans ce que Samuel est capable de faire. Vous avez une équipe talentueuse, vous avez la plus vieille équipe de la Ligue. C'est-tu plus difficile pour toi de diriger plus de gars de 18-19 ans que peut-être les années passées?
Non, parce que on a quand même pratiquement 20 gars qui sont venus l'année passée, ils connaissent comment je fonctionne. On a bâti cette équipe-là depuis 3 ans. Alors, je pense que les gars, là, pour moi, ça n'a pas vraiment de différence. Puis quand tu as un leader comme Sam Poulain, les gars, ils suivent beaucoup à lui. C'est un gars professionnel qui joue junior. Samuel, je ne le dirais jamais assez. Alors, quand tu as des joueurs comme ça, là, c'est facile à coacher. Vous avez 7 choix de première ronde dans votre équipe. Vous êtes une des équipes qui en a le plus. Vous avez rentré Xavier Parent aussi. C'est beaucoup dans. Est-ce que tu es capable, c'est facile de faire plaisir à tout le monde, de donner la glace à tout le monde, de donner l'avantage numérique à tout le monde? Bien, c'est sûr que c'est un défi là, au quotidien. Je savais avant que la saison commence, ça allait être difficile de ce côté-là, mais en ce moment, ça nous permet de jouer un peu tout le monde. On a eu des blessés, on a eu les frères Anctil qui ont pris leur jeu d'un autre cran. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait un petit peu de batteur à l'interne. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais en même temps, ça monte le niveau de jeu un petit peu tout le monde. Et puis, jusqu'à maintenant, je pense que les gars, ils se plaignent pas. Je pense que de gagner, puis d'aspirer de tout gagner cette année, je pense que les gars sont capables de jouer un rôle différent. Quand tu regardes ça, là, il y a beaucoup plus de compétition de l'autre côté. On ne s'en cache pas, là, les clubs des Maritimes, Rimouski, même Québec qui a un bon début. Vous autres, vous êtes peut-être un peu seuls sur votre côté. Ça peut être un piège à un certain moment, là, si jamais, je regardais, là, vous avez déjà un petit coussin en première place? Là? Je pense pas. Je pense que notre objectif, là, j'ai été quand même impressionné que les joueurs, match après match, se mettent comme défi d'aller chercher vraiment des victoires. On regarde pas vraiment là, ce qui est conférence. Je pense qu'on regarde le classement général là, en ce moment. Et puis, le plus de victoires qu'on peut aller chercher, bon, les gars, je pense qu'ils ont vraiment l'objectif de finir le plus haut possible. Et puis, jusqu'à maintenant, là, ça n'a pas été une distraction de voir si notre conférence est plus forte que les autres. C'est la 8e année de l'équipe. Commencer tranquillement au cours des 2 dernières années à avoir un petit peu de succès en série, gagner des rondes, mais de voir l'équipe là, première au classement général, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça à Sherbrooke. Oui, c'est sûr que pour tout le monde là, en ville, là, tout le monde est vraiment content pour nous autres. C'est sûr que peut-être le 4 ans, les choses, les résultats avaient été décevants de ce côté-là, mais je pense que tout le monde ici en ville là, est content pour l'organisation. Moi, Jocelyn, on avait un plan en tête, puis jusqu'à maintenant, là, ça fonctionne. Alors, on est content du succès de l'équipe, on l'a bâti tranquillement. Maintenant, la saison est encore longue. Il y a encore bien des choses qui peuvent arriver, mais on aime notre début de saison. Si, je sais qu'on va avoir le temps d'en reparler d'ici la période des fêtes, mais s'il y avait quelque chose que Stéphane Julien demanderait à son DG là, pour la période des fêtes, ça serait quoi? Bien, on aimerait ça s'améliorer dans toutes les positions, là, à la défense et puis à l'attaque, mais on va voir ce qui va se passer aux fêtes. Y a des équipes, maintenant, avec le changement de conférence, il y a des équipes qui sont plus hésitantes à échanger leurs joueurs parce qu'ils peuvent passer une première ronde. Alors, les prix sont élevés. On a bâti une équipe avec des joueurs qu'on a depuis quelques années. Alors, si on prend un exemple comme Rouen Aranda, qui ont fait 2 échanges l'année passée, il y a des chances que ce soit ça cette année à Sherbrooke. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup, Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Comme à chaque 2 semaines, à notre balado-diffusion sur la glace, on s'entretient avec Hendrix Lapierre des Saguenayens de Chicoutimi. Salut Hendrix, comment vas-tu? Salut, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, belle semaine quand même pour les Saguenayens de Chicoutimi. Vous vous retrouvez avec une fiche de 17 points en 12 matchs. Rapidement, si tu me parles des derniers matchs avec les Sags, tu as finalement marqué ton premier but. J'imagine que ça fait du bien aussi, là. Oui, c'est sûr que ça fait vraiment du bien. C'était un peu étonnant de ne pas marquer plusieurs chances en plus, mais ouais, ça a vraiment fait du bien. Je pense que ces tensions jouent quand même bien. On a eu 2 matchs assez difficiles sur la route contre Drummondville puis Québec. Mais je pense qu'on s'est bien repris. On a vraiment une bonne discussion dans le vestiaire par rapport à tout ça. Je pense qu'en ce moment, on est prêt à se remettre sur le droit chemin puis à retrouver le chemin de la victoire. Puis c'est ça qu'on a fait contre Bécomo, puis c'est vraiment plaisant. C'était la fin de semaine des rivalités dans la Ligue junior majeure du Québec. Tous les matchs lors du dernier week-end impliquaient des formations, je dirais, assez rapprochées géographiquement. Vous autres et Bécomo, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne rivalité? Ouais, je pense qu'on peut affirmer que c'est une bonne rivalité. Chaque fois qu'on joue contre eux, c'est des matchs vraiment excitants, puis on aime ça jouer contre eux. Je pense qu'ils aiment ça jouer contre nous aussi. C'est vraiment, il y a beaucoup d'animosité dans l'air, donc c'est vraiment plaisant. Hendrix, la dernière fois qu'on s'est parlé, quand on a enregistré ta première participation au balado, on était le 7 octobre. Quelques heures plus tard dans la journée, a sorti cette fameuse première liste là, de la centrale de recrutement de la Ligue nationale où on t'a donné la cote A. Ça veut dire un potentiel espoir de première ronde. C'est pas vraiment une surprise, mais est-ce que quand même tu attaches de l'importance à ça, là, cette publication-là? Quand il est sorti, je ne savais même pas qu'il était sorti. C'est un journaliste d'ici qui m'en a fait... qui me l'a dit, donc j'ai été assez surpris que ça sorte. Puis c'est sûr que c'est vraiment plaisant de voir son nom
côté OCO, c'est une belle récompense, je pense, de tout mon travail. Mais en même temps, il reste tellement beaucoup de choses dans la saison. Il nous reste encore 50 et quelques matchs. Là, donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est sûr que c'est vraiment plaisant de voir son nom-là. Hey, j'aimerais ça te demander comment va Théo Rochette. On sait qu'il est en arrêt présentement en raison d'une mononucléose. Est-ce que ça s'en vient bien pour lui, là? Oui, il s'en vient un peu mieux. Dans le fond, le seul risque, c'est que quand tu as une mononucléose, ta rate, elle peut grossir, puis ça peut être dangereux. Donc ça, c'est la seule affaire qui l'empêche présentement de revenir. Théo, il se sent très bien. Il a recommencé à patiner, pratique sans contact. Des fois, il embarque sur la glace. Donc je pense qu'il se sent bien. Il faut juste faire sûr qu'il soit prêt à revenir puis qu'il n'y ait pas de danger lorsqu'il revienne par rapport à sa rate, là. Autre annonce depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Hendrix, c'était aussi, tu as été sélectionné pour participer à la série de 2 matchs contre l'équipe de la Russie. Ça va se passer à Saint-Jean et à Moncton dans 2 semaines. Tu as 17 ans. Je te dis pas que tu sais que c'est impossible cette année, équipe Canada Junior, loin de là, mais comment tu vois ça, ces 2 matchs-là là, qui servent justement peut-être à évaluer les joueurs de la LHJMQ en vue d'une possible invitation là, pour le camp de sélection de l'équipe des moins de 20 ans? Bien sûr que je pense que ça va être une occasion de me prouver. J'ai vraiment été content d'avoir été sélectionné pour cet événement-là. Puis je pense que c'est une belle occasion justement de se prouver face aux autres joueurs. Puis une belle occasion de connaître aussi les autres joueurs. Je pense que c'est sûr que c'est une belle vitrine parce que je pense que notre coach, ça va être justement l'entraîneur-chef de l'équipe Canada Junior. Exactement. Donc je pense que c'est une belle vitrine. Je pense que ça va être plaisant. Puis je vais essayer d'en profiter au maximum. Est-ce que tu te dis qu'à 17 ans, c'est possible cette année, Hendrix? Alexis Lafrenière l'a fait l'an passé, mais on le sait que c'est quand même une rareté. Les joueurs, ils vont plus à 18 et à 19 ans. Est-ce que tu te dis derrière tes pensées que c'est quelque chose de possible? Écoute, c'est sûr que ce serait vraiment un rêve. Je pense pas que j'ai eu un bon début de saison. Donc en ce moment, je te dirais que c'est sûr que c'est quand même loin dans ma tête, le championnat mondial junior, mais je pense qu'il faut juste que je continue à travailler, puis à un moment donné, ça va débloquer. Puis si je fais les bonnes petites choses, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je te dirais qu'en ce moment, justement, avec mon début de saison, je suis peut-être un peu moins dans cette pensée-là, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. On s'est dit que quand on se parlerait à notre balado sur la glace, on ne parlerait pas exclusivement de hockey. Alors, on va mettre un petit peu le hockey de côté. J'ai envie de te poser une question qui va peut-être te faire sourire. Aujourd'hui, c'est le 21 octobre. C'est jour d'élection, mais toi, tu as 17 ans. Fait que tu ne peux pas encore aller voter aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet dans le vestiaire avec les plus vieux, surtout les élections, dont vous parlez, vous, ensemble, les joueurs juniors? Non, vraiment pas, honnêtement. On parle vraiment pas de ça. Je pense que je l'ai entendu parler peut-être une fois dans le vestiaire depuis que je suis arrivé depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment pas un sujet chaud, je pense. mais tes coéquipiers vont aller voter, là, ceux qui ont 18 ans et plus aujourd'hui, là, est-ce qu'ils vont faire leur devoir de citoyen, là? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pourrais leur demander tantôt à pratique pour voir pour qui ils vont voter, mais j'ai vraiment aucune idée. Je pourrais pas répondre à ça. Sûrement qu'il y en a une couple qui vont aller voter, mais je pense qu'il y en a peut-être 2-3 qui vont laisser faire ça. Dans le comté au Saguenay, là, vous savez que le candidat, puis je ne veux pas influencer le vote, là, mais c'est un ancien coach des Saguenayens, ouais. Richard Martel. J'imagine que vous n'avez déjà entendu parler. Là. Ouais, c'est sûr. On le voit à la télévision, on le voit sur les pancartes, on le voit partout. Donc, on sait c'est qui. Puis, il a marqué l'histoire des Saguenayens. Donc, je pense que c'est plaisant qu'il se présente maintenant aux élections. Puis, peut-être qu'il y a certains gars qui vont voter pour lui. Fait que même si tu avais le droit de vote, là, c'est pas, t'as pas une grande opinion aujourd'hui. Là, si tu avais 18 ans, là, tu irais voter, j'imagine? Là? Ben ouais, j'irais probablement voter, mais je me renseignerais avant parce qu'en ce moment, j'ai pas aucune idée. Je suis pas vraiment un gars de politique, donc... OK. Hey, dans ton texte, la semaine passée, sur rds.ca, tu as parlé un peu de l'importance des études puis tout ça. Puis, premièrement, comment tu trouves ça, là, la collaboration avec le rds.ca pour pouvoir jaser comme ça avec les gens? Là? Ah ben c'est sûr que j'adore ça. C'est vraiment plaisant de pouvoir répondre aux questions puis de pouvoir justement raconter ce qu'on vit à Chicoutimi. Je pense que j'aime vraiment ça jusqu'à maintenant. Puis c'est une très belle expérience. Puis j'espère que les gens apprécient aussi. Quand tu parles des études, ça, la conciliation là, en début de saison, comme ça, vous avez quand même eu plus de matchs à l'étranger là, qu'à domicile. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe relativement bien. Je pense que tout est fait pour qu'on ait du succès dans nos études, autant qu'au hockey. On a des périodes d'études chaque après-midi, comme j'ai mentionné dans mon texte. Donc, c'est vraiment facile d'accès. Puis je pense que, justement, c'est tellement bien fait que nous, on a juste à s'asseoir, à travailler, à faire nos devoirs. Puis le reste, tout est fait pour nous en conséquence. Donc, je pense que c'est parfait. Puis à date, ça va super bien, moi, de mon niveau en ligne.
parmi les sujets que je voulais aborder avec toi de temps en temps, comme ça, je t'en lance une aujourd'hui. Ton agent, c'est Phil Lecavalier. Comment tu l'avais choisi, cet agent-là? Comment ça s'est passé quand que Phil t'a approché ou c'est toi qui l'as approché? En fond, c'est Phil qui avait parlé avec mon père. Puis, on s'était parlé un peu, mais rien de plus. Puis il était venu à un de mes matchs. Puis après ça, moi, je ne savais pas, mais mon père le savait. On allait visiter le complexe de mon agence où je m'entraîne maintenant. Donc, après ce match-là, on avait été. Ça avait été une surprise pour moi, que j'avais connu un bon match. Donc, j'étais content que Phil soit là. Puis, on a visité cette place-là. On a mangé avec Phil, puis un de ses associés, Mike Balzic, qui est un autre agent qui vient de commencer. Puis honnêtement, ça a été incroyable. La place, il y a une glace, on a accès à la glace pratiquement n'importe quand. Il y a un gymnase. Le complexe est juste incroyable. Puis ça m'a fait vraiment triper, là, si je peux dire. Okay. Puis je te dirais que 4-5 jours après, moi, j'en parlais avec mon père, puis on appelait Phil. Puis ça s'est passé à quel âge, à quel moment? Pendant ta saison midget ou avant? Avant, c'était pendant ma saison Bantam 3, en fait, que j'ai choisi Phil. Je me suis tout le temps dit que je voulais pas un agent trop tôt, mais on voyait une opportunité qu'on ne pouvait pas manquer. Puis moi, avec mes parents, on a décidé d'y aller. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, j'ai tellement rien de négatif à dire. Je vis chez Phil durant l'été, c'est vraiment parfait. Puis j'adore vraiment ça. Puis ta relation avec lui, combien de fois par semaine tu lui parles? Changez-vous souvent des messages? Comment ça se passe? Ouais, je te dirais qu'il vient à peu près à un match aux 2 semaines, à peu près. Il vient me voir jouer. Puis aussi un de ses associés qui vient me voir jouer aussi souvent. Donc, je pense que c'est vraiment plaisant parce que je peux souvent avoir du feedback, là, pardonnez l'expression. Puis, Phil, je lui parle, je te dirais, une fois par semaine. Là, on prend des nouvelles. S'il y a n'importe quoi, je sais que je peux l'appeler. Donc, c'est vraiment parfait. Hey, avant de te laisser aller, tu as une séance d'entraînement avec les Saguenayens, puis je veux pas que tu sois en retard, je veux pas qu'Yannick soit fâché après moi, mais je vais juste te laisser là-dessus. Vous jouez à Rimouski mercredi. L'Océanique, depuis le début de la saison à domicile, ça fait 3 fois qu'ils gagnent 9-2. Ils ont gagné 4-2, 4-3, 6-3. Ce sera pas facile là, à Rimouski contre le gros trio de Lafrenière. Là. Oui, non, je sais. C'est une excellente équipe, encore une fois, cette année, l'Océanique. On a joué contre eux dimanche passé. Ça a été vraiment un match haut en émotion. Ça a été vraiment un très bon match qu'on a réussi à gagner, mais je pense qu'ils vont sortir vraiment fort. On a vu hier qu'ils ont complètement dominé les remparts. Donc, je pense qu'il faut vraiment être prêt. Puis je pense qu'on a deux gros jours d'entraînement, dont aujourd'hui. Puis je pense que si on justement on se met la tête à la bonne place, on est prêt à travailler comme on a fait à Bécomo avant hier, il va pouvoir arriver des belles affaires, puis on va pouvoir être capable de justement contrer ce gros trio-là puis l'équipe au complet. Ben Hendrix, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous, avec nos auditeurs. On se reparle dans 2 semaines. On va être au Nouveau-Brunswick pour la série contre les Russes. On fera peut-être pouvoir même faire ça à la caméra, toi et moi, ensemble. Merci beaucoup, Hendrix. Parfait, merci beaucoup. Salut. Alors voilà donc Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi qui est notre collaborateur à chaque 2 semaines, notre balado sur la glace. C'est vrai, dans 2 semaines, ce sera au début du mois de novembre déjà. Et les 2 matchs de la Ligue junior majeure du Québec contre l'équipe russe ont lieu les 4 et 5 novembre à Saint-John et à Moncton. Hendrix Lapierre, comme on le disait dans l'entrevue, sera là. Parlant de ces 2 matchs-là contre les Russes, oui, j'ai mentionné qu'Hendrix Lapierre là, serait de l'alignement. La LHJMQ a fait connaître son alignement. Les gardiens, Alexis Gravel et Olivier Rodrigue. Les défenseurs, Justin Bergeron, Maxence Guénette, Justin Barron, Jordan Spence, Lucas Cormier, Jérémy Poirier, Xavier Bouchard et Samuel Bolduc. Jared McIsaac des Mooseheads a été nommé sur l'équipe, mais ne pourra pas jouer car il est toujours sur la liste des blessés. Et à l'attaque, Gabriel Fortier, Jacob Pelletier, Samuel Poulain, Alex Bocage, Dawson Mercer, Xavier Simoneau, Benoît-Olivier Groux, Alexis Lafrenière qui sera le capitaine de la formation, Nathan Légaré, Maverick Bourque, Raphaël Lavoie, Mathias Laferrière qui a signé son premier contrat professionnel avec les Blues la semaine dernière, Sean Element du Titan d'Acadie Bathurst et bien sûr Hendrix Lapierre. Ce sont les Mooseheads d'Halifax qui, en comptant McIsaac, ont le plus d'invités à ce match-là. Il y en aura 5 des Mooseheads qui vont participer donc à ces 2 matchs. Bien hâte de voir ces 2 affrontements annuels contre l'équipe de la Russie, qui est le premier jalon pour dresser la liste des joueurs qui seront invités au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Le camp de sélection qui aura lieu en Ontario cette année du 9 au 13 décembre prochain. Rappelons que le championnat mondial junior 2020 a lieu en République tchèque cette année dans la magnifique ville d'Ostrava.
Je suis déjà allé là-bas en 1994. J'espère que c'est moins pollué que ce l'était à l'époque. C'était mon tout premier championnat mondial sur place pour RDS en 94 à Ostrava. C'était pas chic comme endroit, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Petite nouvelle peut-être en Ontario, les Generals d'Oshawa ont perdu finalement leur premier match. Ils avaient gagné à leurs 9 premières sorties. Les Generals se sont inclinés 2 fois en fin de semaine. Parmi les espoirs du Canadien, on fait toujours une petite place aux espoirs dans notre podcast à chaque semaine. Cameron Ellis du Storm de Guelph a récolté 7 points en 2 matchs la semaine dernière. Lui qui a été aux prises avec beaucoup de blessures l'an dernier. Alors Ellis qui connaît de bons moments. Il faut que je vous parle de Cole Caulfield qui a disputé ses 2 premiers matchs à la maison en fin de semaine à Madison au Wisconsin. Vendredi soir contre Minnesota Duluth, Caulfield a marqué 2 autres buts, donc ça lui en faisait 6 après 3 matchs. Il a été blanchi de la feuille de pointage samedi. Donc résultat, après 4 matchs, Caulfield a 6 buts et une passe pour 7 points. On vous en a amplement parlé la semaine dernière. Je vous avais parlé d'une surprise en début de podcast. Bien, c'est le moment d'y aller avec cette surprise. On a pensé aujourd'hui en cette journée d'élection fédérale, on en a parlé quelque peu avec Hendrix tantôt. Si Hendrix, lui, ne suit pas beaucoup les élections, bien, mon invité, lui, est largement impliqué dans les élections. Il est le candidat conservateur dans la circonscription Fjord-Saguenay. Richard Martel, comment vas-tu? Oui, bonjour Stéphane. Écoute, Richard, nous parler de la journée des élections, j'imagine que c'est un tourbillon pour toi aujourd'hui, là? Oui, c'est un tourbillon, mais tu sais que ma carrière d'avant, ma carrière au hockey m'aide beaucoup dans ça, parce que c'est quand même une charge de travail intensive. Puis, vu qu'on a été drillé pas mal au hockey, puis quand on parle de play-off, ben ça ressemble à ça. On se lève tôt le matin, on a un horaire chargé, on rencontre beaucoup de gens durant cette période-là. Alors, c'est vraiment, je te dirais que c'est une partie intéressante de la politique. Bon, juste pour situer les gens, tes candidats conservateurs, c'est ta première véritable campagne électorale, parce que quand tu avais été élu, c'était lors d'une élection partielle, c'est ça? Exactement. Là, c'est la première générale. OK, la première générale. Comment tu as trouvé ça, là, ces 40 dernières journées-là? Là? Bien, l'important, c'est que ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que j'étais déjà dans le monde avant. Avec la carrière que je faisais avant, je connais beaucoup les gens. Puis quand on arrive en campagne électorale comme ça, quand c'est une élection générale, bien, on a souvent à aller visiter des entreprises, on a souvent à aller visiter des gens, mais moi, je connaissais tout le monde. Alors, c'est moins difficile dans ce temps-là parce qu'ils m'ont vu durant toute la dernière année. Alors, puis il faut en plus que tu vois de plus en plus de gens pour que ça reste frais à la mémoire. Alors, ben, c'est à peu près le rôle qu'on a à faire durant cette campagne-là. Aussi, visiter beaucoup d'entreprises. Il faut que tu saches ce qui se passe dans ta région. Il faut que tu sois au courant de tous les enjeux aussi qu'il y a dans ta région. Alors, puis tout le monde sait ici que je suis très régionaliste. Alors, je m'occupe de ma région avant de m'occuper du reste du Québec et du Canada. Une journée comme aujourd'hui, Richard, est-ce que ça se compare à un match numéro 7 en séries éliminatoires quand tu étais entraîneur au hockey? Bien, une journée, la campagne, je te dirais. Aujourd'hui, écoute, oui, on sent, il y a de la nervosité, on sent qu'il y a de la pression parce qu'on veut réussir, on veut gagner. C'est toujours le jeu, tu t'organises pour gagner dans n'importe quelle chose que tu fais. Il faut que tu t'organises pour remporter à chaque fois. Alors oui, aujourd'hui, on veut gagner, puis on sait que ça va être plus serré que l'élection partielle qu'on a vécue. L'élection partielle, c'était candidat contre candidat, mais là, c'est le parti qui est mis de l'avant aussi. Alors, on a la job est beaucoup plus intense, puis ça te prend une équipe. Puis si t'as pas une équipe, c'est ça, je me suis rendu en politique, ça ressemble beaucoup au hockey. Si t'as pas une équipe autour de toi, puis il faut que tu motives tes troupes, les gens qui t'aident, il faut que tu les tiennes aussi. Des fois, il y a des journées plus difficiles, des fois des meilleures journées. Alors, il faut que tu leads sa gang-là aussi. Alors, c'est ça que je trouve le fun. Richard, aujourd'hui, on le voit, tu fais de la politique, on se dit, dans le fond, on aurait dû y penser. Tu sais, je veux dire, tu as toujours été considéré comme un vendeur là, quand tu étais entraîneur dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Saguenayens, avec Bécomo, avec Val-d'Or. C'est-tu quelque chose que tu pensais avant ou ça c'est venu comme ça là, quand l'opportunité s'est présentée? Quand j'ai perdu ma job à Chicoutimi, quand Carbeau est venu me remplacer, à partir de là, déjà en politique, au provincial, j'avais été sollicité. Ensuite de ça, quand j'ai été sollicité, j'ai dit, c'est peut-être quelque chose là, que je pourrais faire dans le futur. Ensuite de ça, lors de la course à la mairie, il y a un parti politique qui est venu me parler et qui est intéressé à ce que je m'engage à la mairie ici à Chicoutimi. Alors, déjà là, ça me tournait dans le cerveau que ça pouvait être une deuxième carrière. Alors, lorsque c'est arrivé, écoute, j'ai sauté sur l'occasion, mais tu sais que
ça prend de l'expérience dans tout. Là, c'est un milieu quand même que, tu sais, j'étais proche, là. On a toujours écouté les nouvelles de Bernard de Rome. J'ai été élevé dans ça. Ouais. Mais il reste, quand tu arrives, il faut que tu prennes de l'expérience. Tu as beaucoup de dossiers à étudier. Il faut que tu saches ce qui se passe à travers le Canada. Puis en politique fédérale, c'est pas juste le Québec, c'est tous les provinces. Alors, il faut que tu connaisses les cultures de chaque province. Il faut que tu connaisses aussi leur enjeu dans chaque province. Puis il faut que toutes les provinces essayent de travailler en harmonie. C'est ça le deal là-dedans, puis c'est ça le défi. Alors, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confortable, je suis beaucoup plus confiant. Puis là, les arguments sortent facilement parce que la matière, je la connais. C'est comme au début, quand Marc Lachapelle m'interviewait au Journal de Montréal dans mes premières semaines, je n'étais pas le même homme après 10 ans de carrière. Alors, en politique, ça ressemble à ça. Déjà, après 1 an et demi, 2 ans, j'ai beaucoup plus de facilité, je connais le contenu. Puis là, c'est là que les gens disent, là, Richard, on voit ton vrai visage. Là, on commence à voir ta vraie personnalité, puis on te sent beaucoup plus à l'aise. Alors, c'est bien intéressant de savoir ça. Richard, est-ce que tu as payé le prix pendant la campagne électorale? Il faut payer le prix. Il y a des nuits qu'on reste plus éveillé, de la misère à trouver le sommeil. Mais tu sais que c'est des défis. Hein? Alors, OK, il y a des défis. En politique, c'est d'autres défis, c'est d'autres choses. Puis ça fait partie du bagage d'expérience qu'on peut avoir dans une vie. Puis année jusqu'à maintenant, l'affaire dans tout ça, c'est que j'aime ça de plus en plus. À chaque fois que les jours passent, j'aime ça. Je te dirais que je prends toujours un pourcentage d'amour à chaque jour. Alors là, je me sens vraiment confortable, puis j'espère que je vais passer le prochain mandat comme député ici à Chicoutimi. Bien, on te le souhaite. Richard, tu as dit tantôt en début d'entrevue, il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe dans la région. J'imagine que tu te tiens au courant de ce qui se passe avec les Saguenayens. C'est une bonne saison, je pense, qui pointe pour les Saguenay de Chicoutimi. Ça fait 25 ans que l'équipe n'a pas gagné. J'imagine que tu suis ça avec intérêt. Bien, c'est une bonne saison. Puis en plus de ça, si je suis élu aux prochaines élections, ça va alléger le travail à Yannick. Ça veut dire que s'il en perd 2 collés, mais ça ne criera pas Martel dans les estrades. Mais je veux te dire par là que force à part, là, parce que Yannick est un très bon entraîneur. Ça, tout le monde le sait ici à Chicoutimi. Mais il reste que aujourd'hui, cette année, c'est au tour des Saguenayens, c'est eux qui ont de la pression. Alors, tu sais que quand tu joues avec la pression, c'est pas pareil. Les gars de 2e année, c'est toujours plus difficile à commencer la saison. On sait tantôt que l'équipe, à mon avis, va être à son plein potentiel durant la période des fêtes. Puis ça, c'est des joueurs qui sont pas habitués de vivre en étant premiers. Je l'ai vécu à certaines équipes. Alors, il y a une période d'adaptation, puis il faut être un petit peu plus, je te dirais pas permissif, mais compréhensif. Chose que, avec la maturité aujourd'hui, je m'aperçois. Il faut que tu sois prudent pour pas trop rêver tes gars en début de saison parce que la saison va être longue. Alors, il faut que tu sois conscient qu'il va y avoir une période d'adaptation parce qu'ils ont à dealer avec cette pression-là qu'ils n'ont pas eu dans le passé. Écoute, Richard, Hendrix Lapierre collabore avec nous à chaque semaine. C'est un jeune homme brillant, à chaque 2 semaines en vrai, mais on l'a rentré également avec RDS. Comment trouves-tu ce joueur-là? Là? C'est un des bons espoirs qui est passé à Chicoutimi depuis plusieurs années. Oui, c'est un bon espoir. Aujourd'hui, là, je pense que le premier trio des Saguenayens de Chicoutimi avec Lapierre en première ligne, puis Pinard aussi, est considéré, parce que là, ça se discute. Ça ressemble-tu au trio de Boisclair, Desharnais, Lachec, ou ça ressemble au trio de Pierre-Marc Bouchard, Larrivée, Parenteau? Là, c'est les discussions qu'on a présentement, parce que ça a été 2 grosses lignes ici qui ont passé à Chicoutimi dans les dernières années. Donc, moi, je te dirais que ça s'appréhende. Ça ressemble beaucoup à Pierre-Marc Bouchard, l'arrivée, puis Parenteau. Peut-être pour la vitesse de Pierre-Marc Bouchard, la vitesse de Lapierre. C'est peut-être intéressant de comparer ça. Mais il reste que s'ils sont déjà comparés là, c'est une force de frappe. Là, on voit que c'est la 3e force de frappe, parce que ces 2 trios-là ont été la force de frappe des années antérieures. Puis là, on arrive avec la force de frappe qui est là cette année. Donc, on sait que s'il y a une coupe de transactions au fait, pas une coupe, il faut faire attention, mais quelques transactions importantes, je crois que le carré d'or, c'est quelque chose de réalisable. D'ailleurs, les gens veulent ça. Après le carré d'or, c'est pas ce qui se passe. Mais quand tu as atteint le carré d'or, je pense que l'objectif est atteint. Et c'est pas arrivé souvent à Chicoutimi dans les dernières années, malheureusement, pour les partisans. C'est ça. Je pense que les 2 dernières fois, c'était moi qui étais en poste. Le troisième shot, on avait échappé ça contre Gatineau. Mais là, les gens ont faim. Alors, Marc-Étienne Hubert est allé en 2012, Richard. Souviens-toi, quand on avait éliminé Shawinigan l'année de la Coupe Memorial, Marc-Étienne Hubert avait réussi également. Oui, absolument. Entièrement d'accord. J'avais oublié Marc-Étienne. Mais après ça, Yannick a quand même très bien travaillé jusqu'à maintenant. Puis il est allé chercher des bons choix. Puis ça a tourné pour lui aussi dans le passé. Il y a eu les 2 premiers choix. Je pense qu'il y a eu le premier overall. Alors ça, c'est très important. Mais encore là, ça dépend toujours du draft.
Tu sais, si le draft est ordinaire, puis tu tombes que tu as le premier choix overall d'un draft ordinaire, ben ça joue contre toi. Alors, Yannick, je pense qu'il y a des bons éléments. Là. Juste pour préciser, Yannick est allé aussi, Richard, avec l'année de Nicolas Roy. Là, il y a quelques années, on avait réussi à... Il était allé en demi-finale, Oui, il était allé en demi-finale aussi. Mais de toute façon, Richard, 589 victoires en carrière, tu es toujours numéro 1. Ben là, quand est-ce que ça va être battu, ça? J'espère que ça va se battre tantôt. Mario Durocher, pas loin, mais le Titan Acadie Batters ne gagne pas souvent depuis le début de la saison. Ils n'ont pas de victoire encore pour 1 puis 2 ans, mais là, moi, je crois que dans le futur, là, ça va être éclipsé. Les records sont là pour être éclipsés. Exactement. Hey, Richard, merci beaucoup d'avoir pris le temps à cette journée d'élection. Bonne chance pour ce soir, puis le mot de Cambronne, à bientôt. Merci. OK, Stéphane. Quel personnage! Richard Martel, ancien entraîneur des Saguenay-Chicoutimi, candidat dans la circonscription Chicoutimi-Le Fjord pour les élections fédérales. On ne veut pas faire de partisanerie politique, honnêtement. Là, peu importe le parti qu'il aurait représenté, je pense que c'était juste le fun de lui parler aujourd'hui en cette journée d'élection. Et vous voyez qu'il a encore des idées bien arrêtées, qu'il continue de suivre ce qui se passe de près avec les Saguenayens de Chicoutimi. Avant de vous laisser, peut-être vous mentionner qu'Hockey Canada a fait connaître la semaine dernière l'identité des 66 joueurs qui vont participer au défi mondial des moins de 17 ans. Ça va se passer au début du mois de novembre à Medicine Hat et à Swift Current dans l'Ouest canadien. C'est ce fameux tournoi où on divise les 66 meilleurs espoirs de moins de 17 ans en 3 équipes. Canada rouge, Canada blanc, Canada noir. Alors, il y a une superbe représentation de la Ligue junior majeure du Québec. 17 joueurs actifs dans la Ligue junior majeure du Québec ont été sélectionnés. En tout, il y a eu 18 Québécois, parce qu'il y a des Québécois qui ont été sélectionnés également qui ne jouent pas dans la Ligue junior majeure du Québec. Il y en a quelques-uns qui sont dans la Ligue Midget 3A, quelques-uns qui se retrouvent ailleurs dans l'Ouest canadien. Et si on ajoute également les joueurs des Maritimes, en tout, c'est 25 joueurs qui appartiennent au giron de la Ligue junior majeure du Québec sur 66 qui ont été sélectionnés. Donc, c'est vraiment une belle année là, au niveau des moins de 17 ans. Il ne faut pas se surprendre parce que l'an dernier, le Québec, faut-il le rappeler, avec les joueurs de moins de 16 ans, avait gagné la médaille d'or aux Jeux du Canada. Les meneurs de cette équipe-là se retrouvent évidemment là, avec une ou l'autre des 3 formations canadiennes. Je pense au Zachary Lheureux là, du côté des Wildcats de Moncton qui connaît un excellent départ. Justin Robida des Foreurs de Val-d'Or, Joshua Roy des Sea Dogs de Saint-John. Il ne faut pas oublier James Malatesta des Remparts de Québec qui était notre invité la semaine dernière, qui a déjà 9 buts depuis le début de la saison. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ce tournoi-là cette année, dont les demi-finales et les finales seront présentées sur les ondes de RDS dans le premier week-end du mois de novembre, en fait, le 7-8 novembre, dans ce coin-là. Mon collègue Normand Flynn et moi, on sera là pour faire la description des demi-finales et des finales, en espérant que l'une ou l'autre des équipes canadiennes puisse parvenir à se rendre jusqu'au bout. On a commencé cette formule-là en 2014, donc c'est la 6e année qu'on divise les 66 meilleurs joueurs et qu'on fait des amalgames là, sans nécessairement tenir compte de la provenance des joueurs. Martin Mondou des Cataractes de Shawinigan, le directeur général des Cataractes, est en charge du programme des moins de 17 ans au niveau canadien. Donc, on aura sûrement l'occasion de lui parler là, pour faire le bilan de cette compétition-là et en approche de cette compétition-là qui est présentée là, dans l'Ouest canadien au début du mois de novembre. Donc, félicitations à ces 17 joueurs actifs de la Ligue junior majeure du Québec, les 3 de la Ligue Midget 3A et tous les autres là, qui appartiennent à la LHJMQ et qui... à un certain moment au cours de leur carrière junior, pourront peut-être s'aligner avec une formation junior. Peut-être mentionner également 2 joueurs de 15 ans qui ont été choisis pour faire partie de ces équipes. Tous les joueurs, en principe, sélectionnés sont des joueurs nés en 2003, mais il y en a 2 qui sont nés en 2004 qui ont été choisis. Shane Wright des Frontenacs de Kingston, ce jeune espoir à qui on a donné une permission spéciale de jouer à 15 ans cette année dans la Ligue de l'Ontario. Et Matthew Savoie du Ice de Winnipeg, qui lui aussi a obtenu la permission spéciale de Hockey Canada pour jouer à 15 ans. Ils font partie de la liste des 66 joueurs. Donc, eux, en principe, pourront revenir à ce tournoi-là l'an prochain, même s'ils y participent cette année. La plupart des joueurs ne jouent évidemment qu'une fois à ce tournoi-là. Donc, on va suivre ça également au cours des prochaines semaines. Alors, voilà un peu ce qui complète notre Sur la glace de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite également, pour ceux qui suivent les activités du Midget 3A, à suivre le nouveau podcast, la nouvelle balado-diffusion de RDS qui s'appelle Mission Midget 3A, animé par Jasmin Leroux. Ça va être en ligne demain,
sa deuxième édition. Il a commencé vendredi dernier. Nous, on sera de retour lundi prochain. Je tiens à remercier Tim à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Nos invités aujourd'hui, Hendrix Lapierre, notre collaborateur, Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, et bien sûr, notre candidat aux élections, Richard Martel, qui a pris quelques minutes en cette journée électorale pour discuter avec nous. Je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.